Je m'appelle Graham. Je suis en charge des groupements et des partenariats chez AgroLeague. Donc aujourd'hui, voilà, c'est un plaisir de faire le premier webinaire en partenariat avec la Fédération des CUMA 640. Donc voilà, j'ai voulu commencer avec cette petite image de Bastien en tour de plaine pour vous montrer que voilà, même quand il pleut, on peut passer des bons moments en tour de plaine. Juste pour vous donner un tout petit peu de contexte, le titre de la présentation, c'est capitaliser sur les couverts végétaux. On a choisi le mot capitaliser parce que ça a vraiment deux sens pour nous. C'est capitaliser au sens agronomique du terme et aussi capitaliser au sens économique du terme. Euh, on est, on est tous conscients de la situation actuelle et des prix de l'azote en ce moment. L'idée vraiment d'AgroLeague, et avec la Fédération des CUMA, c'était vraiment d'apporter des solutions, en tout cas un début de solution pour essayer de répondre à cette problématique-là à travers l'agronomie. Du coup, juste pour donner un tout petit peu de contexte aux personnes qui ne connaissent vraiment pas du tout AgroLeague. Donc aujourd'hui, AgroLeague, c'est le premier groupe technique indépendant en France. C'est très important vous allez voir, il y a certains mots qui sont très importants. Donc l'indépendance, c'est un de ces mots-là. En plus de la dynamique de groupe qu'on va avoir chez AgroLeague, on met l'accent sur un conseil technique de proximité et un conseil personnalisé au service des membres qui souhaitent concilier une performance économique et environnementale. Vraiment, ce qui est très important à comprendre dans ces mots-là, c'est que l'objectif, c'est au fait de donner aux agriculteurs membres des clés de réflexion, des outils au fait agronomiques pour aller chercher de la rentabilité. Donc on couple toujours ces deux réflexions-là, et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de parler des couverts aujourd'hui pendant cette conférence en ligne. Euh, donc voilà, juste pour vous donner un petit peu de contexte sur ce que c'est qu'AgroLeague. Et puis après, si vous avez des questions vraiment sur le mode de fonctionnement en termes de, par exemple, des visites de ferme, des analyses, etc., on répondra à vos questions avec grand plaisir et on pourra échanger même en dehors du webinaire si vous avez des questions qui persistent. L'objectif de notre partenariat, bah, il est vraiment clair, hein. On a beaucoup échangé avec Fabien, avec Richard, pour voir comment on pouvait trouver des synergies. L'objectif, il est d'allier l'agronomie et le machinisme pour aider les adhérents au fait, de la Fédération des CUMA 640 à améliorer leur rentabilité économique et leur performance technique. Donc malheureusement, on va parfois avoir une réflexion purement agronomique ou une réflexion purement machinisme. Et ce partenariat a vraiment pour objectif d'allier les deux pour essayer de trouver des solutions pour améliorer les systèmes agricoles, en fait, tout simplement. Donc, pour la présentation des intervenants, je vais laisser se présenter et on va commencer par Fabien. Donc, je passe la parole à Fabien. Eh bien, merci Graham. Donc, Lafitte Fabien, donc je suis le conseiller en charge de l'aspect machinisme agroéquipement au sein de la Fédération des CUMA 640. Donc, je vous remercie tous de participer donc à cette visio qui est une grande première pour nous, hein, avec dans le cadre de ce partenariat avec AgroLeague. Je suis également voilà le référent, comme tu l'as très bien dit Graham, et en charge en fait du relationnel entre la Fédération des CUMA 640 et donc AgroLeague, bien sûr avec l'appui de mon directeur Richard Finot. Donc je vais laisser derrière les deux agronomes d'AgroLeague qui vont également prendre la parole à travers cette visio se présenter. Donc je vais laisser la parole à Aurélien. Merci Fabien. Du coup, Aurélien Aigron, agronome chez AgroLeague sur le secteur ouest. Moi, je suis chez AgroLeague depuis cet été et par le passé, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans l'agriculture de conservation des sols, notamment à l'étranger et également aussi dans le sud-ouest où j'ai passé 5 ans chez Sly qui fabrique des strip-till et des semoirs directs. Donc j'ai eu l'occasion d'accompagner les agris sur le développement de cette technique sur leur exploitation. Et puis ma motivation première, on va dire, c'est de retrouver de l'autonomie sur les exploitations. Et je pense que
que l'agriculture de conservation des sols est un bon moyen pour y arriver. Donc, très content de pouvoir partager une partie de ce sujet aujourd'hui sur les couverts avec vous. Donc voilà, je vais maintenant passer la parole à Bastien. Ouais, merci Aurélien, mais bonsoir à tous. Bastien Lamotte, donc agronome sur le secteur sud-ouest chez AgroLeague. Bon, avant d'arriver chez AgroLeague, j'ai travaillé pendant 7 ans dans un service agronomique de coopérative où je travaillais principalement sur des essais de longue durée sur l'agriculture de conservation des sols, donc plutôt comparaison de différents travaux du sol, strip-till, TCS, semi-direct, sur les couverts végétaux et les rotations, avec l'animation d'un GI2E aussi sur à peu près 500 hectares, plutôt orienté strip-till en culture de printemps. Et à titre personnel, moi, ce qui me motive aussi, j'ai une exploitation agricole à côté, dans les Landes, à côté de Saint-Sevé. Et moi, les couverts, j'ai commencé à en mettre en place il y a quelques années. Ça m'a vraiment permis d'essayer de justement capitaliser sur le volet agronomique, mais aussi d'aller gagner un petit peu sur les charges en réduction de ferti et d'autres paramètres comme ça. Écoutez, je vous propose d'attaquer. Déjà, j'espère que tout le monde est bien installé. On va faire une présentation qu'on a essayé de faire la plus synthétique possible. On pourrait parler pendant des heures sur les couverts végétaux. Là, on va se concentrer sur 1 heure de présentation. Donc, on rentrera pas dans le moindre détail, mais n'hésitez pas après à poser des questions. On aura le temps pendant une demi-heure sur la fin. Dans un premier temps, ce que je vous propose ce sur quoi on va avancer, ça sera sur comment implanter ces couverts. Donc vraiment se poser les questions essentielles sur ces éléments-là. Ensuite, Aurélien nous présentera plutôt la partie destruction. Pas mal de personnes qui arrivent, ça biffe un petit peu dans tous les sens, désolé. Et sur la fin de la présentation, on ira plutôt sur le retour sur investissement, ce qui nous intéresse un peu tous aussi, c'est le nerf de la guerre dans le métier, c'est quand même au final ce qu'on fait que ça nous rapporte de l'argent, et c'est ce qu'on essaye de mettre en pratique aussi avec les membres AgroLeague. Donc on va commencer par une question, j'espère que tout le monde est encore bien frais là, c'est bon, on va en profiter. Donc je vous propose 2 couverts. Vous allez pouvoir voter dans le chat. Donc pour ceux qui savent pas où ça se situe, c'est en bas à droite la petite icône là de message. Et donc on va commencer par vous poser une question directe. Vous me répondez par ou 1 ou 2. Donc lequel de ces 2 couverts vous aimeriez voir sur vos parcelles aujourd'hui? Donc ou le couvert 1, donc qui faisait à peu près 30 cm, c'est de la fève-roll, 30 cm de haut, une fève-roll se met à 5 kg. Ou le couvert 2, une fève-roll un petit peu plus dense, se met à 180 kg, qui faisait plutôt 90 cm de haut. Je vous laisse prendre juste 30 secondes à la rigueur si vous pouvez voter dans le chat. Alors, une de réponse. N'hésitez pas, hein, on est là de toute façon pour échanger, on pourra tous échanger en plus à la fin. Bon, mais super, on a pas mal de 2, quelques 1 aussi. Donc ça m'arrange parce que j'espérais bien qu'il y ait des réponses partagées. J'espérais qu'il n'y aurait pas que du 1 ou que du 2. Parce que là où je veux en venir, c'est que suivant ce qu'on va se fixer comme objectif, chaque exploitation en fait sera différente. Peut-être même que vous voyez passer les notes, vous vous dites mais pourquoi ceux qui n'ont pas voté comme moi, c'est n'importe quoi, ils comprennent rien à l'agriculture. Mais au final, en fonction de nos objectifs, on va avoir des choses à mettre en place et des couverts qui vont nous plaire suivant nos objectifs et nos contraintes. Et ça va être le point essentiel qu'on va aborder sur la diapo juste après. Donc moi j'aime bien me fixer une petite phrase alors qui tournait quand on faisait des petites journées, c'est que tout objectif flou aboutit ou conduit à une connerie précise. Et ça c'est assez important de l'avoir en tête avec les couverts végétaux. Et ça nous aidera surtout à éviter beaucoup de déceptions. Des objectifs, on peut s'en fixer plein. Peut-être même donc ceux qui ont voté d'eux, peut-être que vos objectifs, ça va être la couverture du sol, ça va être d'avoir une grosse restitution d'azote avec des grosses fève-rolles sur la culture suivante. Et peut-être que ceux qui ont voté R, ça va peut-être juste avoir un petit apport d'éléments fertilisants et ça va nous suffire. Moi, je suis plutôt dans la catégorie 1. D'ailleurs, à titre personnel, mes fève-rolles sur l'exploitation, c'est des couverts plutôt clairs à 100, 120 kg de fève-rolles.
mais je suis plutôt au clair avec mon objectif, qui est juste de miser sur 20-25 unités d'azote qui va être restitué sur mes maïs suivants. Et je suis assez content de mes couverts au final. Je vais pas leur demander l'impossible, et ça, on y reviendra un petit peu après. Donc voilà, bien identifier ces objectifs, ces stratégies qu'on va mettre en place. Déjà, ça évite de faire pas mal d'erreurs. Vous allez voir dans le choix des espèces, dans les densités qu'on va mettre en place. Ça permettra vraiment de se sauver d'une partie des erreurs qu'on peut faire. Donc sur la diapo suivante, on peut voir donc 2 stratégies pour répondre à cet objectif, à nos objectifs. Donc où on va partir sur une définition de dose du couvert avec les densités de semis en pur, divisé par le nombre d'espèces qu'on aura dans le mélange. Ça, c'est une technique qui est assez classique. Ça peut conduire à des mélanges qui vont être un tout petit peu clairs, c'est-à-dire des mélanges qui vont pas couvrir beaucoup, où on va retrouver deux, trois plantes par-ci, par-là. Donc la stratégie qu'on met en place chez AgroLeague, et on s'appuie sur des essais plutôt de série têtue, si on doit viser de la bibliographie. On va viser 250 plantes levées au mètre carré, avec une grosse proportion de légumineuses, donc plutôt au moins 70% de légumineuses. Et là, qu'est-ce qu'on cherche? C'est à vraiment maximiser tous les retours sur investissement qu'on peut attendre au découvert. La partie retour sur investissement, ça sera plutôt Aurélien qui vous la présentera sur la fin de la présentation. Les effets qu'on va rechercher sur ces couverts à haute densité, il y a 3 principaux. Donc, chercher un priming effect, ça, je pense que vous voyez tous à peu près ce que c'est derrière ce terme anglais un peu barbare. C'est quand vous laissez tomber des graines, un gros tas de graines au bout du champ qui tombent en paquet. Et souvent, ces plantes-là, elles font 15-20 cm de plus que les autres. Et finalement, le fait d'avoir une grosse densité, on a beaucoup de racines qui nourrissent notre sol. Et le sol, par tout ce qui est mycorhize et activité microbienne, va vraiment le rendre aux plantes et vraiment faire un pool de fertilité. Donc ça, c'est le priming effect qui peut être intéressant en semant à haute densité. Donc cet aspect couverture rapide du sol, plus on a de plantes au mètre carré, plus on va courir vite. Ça peut être intéressant, ça peut répondre à plusieurs objectifs. Et enfin, augmenter son taux de CO2. Alors ça, c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus floues pour vous. Vous avez peut-être pas l'habitude de l'entendre. Le fait de semer dense, on va faire un mini effet de serre, et notre respiration du sol qui va dégager du CO2. Mais en fait, notre couvert de plantes va piéger un petit peu ce CO2 à la surface du sol, augmenter le taux de CO2 dans l'air juste sous la canopée et maximiser la photosynthèse et donc la biomasse derrière. Donc sur la diapo suivante, j'ai essayé de faire une petite liste. Alors m'en veuillez pas, on n'a pas le temps de détailler toutes les espèces qu'on pourrait semer dans nos couverts. On pourra prendre un petit peu plus de temps sur les questions, ou même n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus de précision. On est là aussi pour échanger. Donc je vous ai mis les principaux avec les doses de semis en pur. Donc ça, dans le cadre de la diapo qu'on a vue avant, ça fait vraiment le lien de savoir à combien il faudrait semer son couvert pour qu'à peu près on ait vraiment une bonne couverture de sol et un bon retour sur investissement du couvert. Donc vous avez les doses de semis en pur sur la première colonne, et je vous ai proposé un exemple de couvert donc qui va être très diversifié. Ce genre de couvert qu'on peut proposer aux membres chez AgroLeague. Après, on va voir, on peut s'adapter à tous les objectifs et à toutes les contraintes. Ça, on y reviendra juste après. Mais voilà, c'était une proposition de couvert qui peut rester dans des ordres de prix assez acceptables. Là, vraiment, l'idée que je voulais que vous reteniez de cette diapo-là, c'est qu'il n'y a pas de couvert tout fait. Et vraiment, on s'adapte vraiment au type d'exploitation. On peut retrouver 2-3 espèces, la fève-rolle, l'avoine, le pois fourrager, la facélie. Déjà, avec 3-4 espèces, on peut déjà arriver à construire de très beaux couverts qui vont avoir de super retours sur investissement. Donc là, je vous ai fait un petit mélange de couverts. Ça peut vous servir de base, mais nous, on personnalise toujours en fonction de la rotation et du type de sol qu'on peut retrouver sur les exploitations qu'on suit. Sur la diapo suivante, vous avez quelque chose d'un tout petit peu plus complet, donc avec une partie implantation, avec les espèces qu'on détaillait sur la diapo d'avant, voire même quelques-unes en plus. Donc savoir si les espèces vont s'adapter plus ou moins à des implantations à la volée plus des chômeurs. Ça, c'est des choses qu'on a l'habitude de maîtriser et de voir. On a l'architecture racinaire aussi qui peut être intéressante à voir suivant les espèces. Si on a des tassements peut-être profonds, on ira chercher des racines pivotantes profondes. Si on a des tassements plutôt superficiels, on ira chercher du fasciculé plutôt superficiel, comme des graminées, des avoines ou des triticales.
Forcément, le coût aussi qui va être important à avoir en tête. Et le type de destruction, ça, Aurélien y reviendra juste après aussi. Donc c'est très bien d'avoir plein d'espèces en tête, plein de choses, de jolies choses à faire et de se dire qu'on va faire de super couverts. Maintenant, j'ai une deuxième question à vous poser sur l'assiette suivante. C'est est-ce que pour vous le couvert c'est une contrainte? On a parlé d'objectifs. Donc là, juste oui ou non, pareil dans le chat. J'aimerais bien que vous mettiez chacun vos réponses. Est-ce que pour vous le couvert ça représente une ou plusieurs contraintes? Bon, ben super. Merci beaucoup pour les réponses. Là où je voulais en venir, c'est que, alors, pour certains, et même une majorité aujourd'hui, c'est plutôt pas une contrainte. Donc ça, c'est super. C'est que finalement, inconsciemment, vous avez déjà fait ce travail d'objectif et de retour sur investissement. Donc tout le but aujourd'hui, on peut vous amener des billes. On peut construire aussi un petit peu plus dans le détail pour vraiment aller chercher de la performance. Sur la diapo suivante, je vous ai remis quelques contraintes. Alors, qui ressort de ce qu'on voit ou en tour de plaine ou en visite de ferme. Au final, des contraintes, il en ressort quelques-unes. Alors, le coût, ça peut être une contrainte, mais si on a un retour sur investissement derrière, qu'on cale bien nos couverts avec des objectifs, on arrive à s'en sortir. La contrainte réglementation, au départ, qui peut être vraiment un frein, et finalement qui nous pousse aussi à aller plus loin. Et des fois, c'est pas mal de nous forcer un petit peu à avancer, d'aller voir ce qui se passe, ce qu'on peut faire un petit peu autrement. La partie approvisionnement, où on peut avoir peur de pas trouver de semences disponibles quand on veut faire des gros couverts assez diversifiés, de pas trouver les semences dans des négoces, des COP ou à côté. Ça, la partie communauté chez AgroLeague, on peut échanger des semences aussi, ça peut être intéressant de voir ce côté-là. On peut avoir l'aspect matériel. Alors c'est tout l'enjeu du partenariat aujourd'hui avec la FDCUMA, d'aller trouver du matériel proche de chez soi et de pouvoir composer, de pouvoir trouver le matériel qui va nous intéresser. Donc au final, toutes les contraintes qu'on va retrouver, si on se fixe nos objectifs clairs derrière, qu'on sait où on veut aller, on va déjà être beaucoup plus enclin à les faire sauter, ou en tout cas aller trouver des solutions pour essayer de les esquiver et finalement de presque les transformer en moyens, ces contraintes. Il y en a une qu'on peut un petit peu moins éviter. Donc il y a le manque de temps. Ça, on y reviendra après. Manque de temps dans nos rotations plutôt maïs sur maïs. On y reviendra sur une diapo juste après. Mais en tout cas, la seule contrainte finalement aujourd'hui qu'on peut pas éviter, en tout cas, il faut faire avec. Mais ça va plutôt être la météo. Donc ça, je sais pas si pour vous c'est quelque chose qui vous pose un problème. En tout cas, moi chez moi ça va me poser un. Donc si on peut passer sur la diapo suivante. Je vous ai juste remis un indicateur, la météo. Donc, on peut l'avoir comme une contrainte, mais en tout cas, c'est un facteur qu'on ne pourra pas forcément changer. Donc, il va falloir s'adapter et mettre en place des pratiques pour pouvoir maximiser au mieux et optimiser au mieux la météo. Donc, je vous ai remis deux graphiques. L'idée qu'il faut retenir de ces deux graphiques, c'est plutôt de semer le plus tôt possible. Ça, j'imagine que vous le savez tous. Mais en tout cas, de semer le plus tôt possible, de se fixer une date butoir au 10 octobre, voir si on peut la décaler avant, c'est même encore mieux, suivant certains systèmes, si on est sur des maïs en silage ou des cultures d'hiver. Le premier graphique, donc ça présente les sommes de température, en tout cas les moyennes de température par mois. Donc vous avez la courbe en rouge qui présente ça, et les pluviométries. Donc là, tout l'enjeu de semer avant le 10 octobre, c'est d'aller vraiment chercher les sommes de température qu'on a sur tout le mois d'octobre, parce que vous voyez qu'on est quasiment divisé, on perd 30 à 40% de chaleur sur le mois de novembre. Donc ça, je vous apprends rien, vous viviez dehors aussi, vous voyez la météo qu'il fait. Mais en tout cas, de précocifier sa date de semis de couvert, ça va vraiment être un des axes pour réussir ces couverts. Le deuxième graphique, là, c'est plutôt sur l'ensoleillement. Donc, il va jouer aussi énormément sur la pousse des couverts végétaux. On en parle un petit peu moins. Mais là, vous pouvez voir que sur le graphique que je présente, donc c'est assez ensevelé, donc dans les Landes, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus loin. Je suis un petit peu chauvin sur ce coup-là, comme je suis de mon souhait. Donc sur octobre, on voit qu'on a encore un ensoleillement qui est autour de 7h, 7h50 par jour. Et sur novembre, on va perdre encore 30-40% de cet ensoleillement. Et chose intéressante aussi, donc vous détaillerez un petit peu plus Aurélien, c'est la partie sur mars, où des fois, on a tendance à détruire nos couverts un peu tôt. Et ce mois de mars, en termes d'ensoleillement et de somme de température, peut aussi nous aider à aller chercher du retour sur investissement des couverts en cherchant de la biomasse et en allant piéger plus d'éléments. Donc au final, cette contrainte météo, donc je vous dis qu'il faut semer tôt, ça c'est bien sur le papier.
Le truc pour moi qu'on peut faire sur ça, c'est aller jouer sur ces itinéraires techniques, sur ces systèmes de culture. Il y a des essais alors qu'on avait fait quand j'étais sur mon précédent travail au service agronomique Maïsadour, où on a comparé des potentiels demi-tardifs et tardifs en maïs. Et au final, sur des potentiels jusqu'à 130, même 140 quintaux, sur des maïs bien menés, alors là, c'était des sites irrigués, mais même sur des demi-tardifs tardifs comparés sur des sites non irrigués, finalement, on arrivait à un quintal et au maximum jusqu'à 3-4 quintaux d'écart. Et sur des essais répétés pendant 6 ans. Donc là, tout l'intérêt de ces maïs précoces, précocifier la récolte ou aller gagner en humidité. Ça, c'est pas négligeable aussi dans le contexte actuel que vous connaissez tous, avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et des prix du gaz qui vont sûrement augmenter. Aller précocifier sa sol en maïs, là, ça va pouvoir aussi se raisonner sur des potentiels intermédiaires, sur des potentiels à 160 ou plus. Ça peut se discuter, on pourra en reparler. En tout cas, l'idée là, c'est vraiment d'aller chercher plus de performance sur les couverts, d'aller les semer tôt, de se fixer des objectifs, surtout. C'est vraiment, ça on peut en reparler ensemble individuellement, mais vraiment, ça vous donne un guide et vous allez faire sauter un paquet de contraintes en vous fixant des objectifs et en semant le plus tôt possible vos couverts végétaux. Donc là, on a bien parlé déjà sur la partie implantation. N'hésitez pas, s'il y a vraiment des interrogations, on pourra y revenir à la fin. Je vais laisser Fabien plutôt détailler justement sur les possibilités de semis en termes de machinisme et de matériel, ce que vous pourrez retrouver le plus près de chez vous avec les CUMA. Donc voilà, vraiment tout l'intérêt du partenariat, il est là, c'est que on puisse aller trouver du matériel un petit peu partout à droite à gauche. Voilà. Je te remercie, Bastien. Donc, très bonne transition. Donc, moi, je vais vous présenter quelques solutions pour l'implantation des couverts. Une qui existe, qui est souvent qu'on voit de moins en moins dans le paysage de par son coût, mais par contre qui derrière est relativement très satisfaisante en termes de qualité d'implantation. C'est le combiné de semis, donc avec une simple aire, c'est un semoir mécanique derrière un semoir en ligne. L'exemple qui illustre ici donc cette photo là que vous avez sous les yeux, donc c'est la CUMA de Estibo. On a laissé aussi volontairement les numéros et les coordonnées de chaque président afin que chaque personne qui souhaite en fait avoir des renseignements ou bien faire appel à la personne puisse tout simplement la joindre. Vous voyez que voilà, sur un type d'implantation comme celui-ci, on arrive quand même sur un coût qui est relativement élevé quand même. On est autour de 35 € de l'hectare avec un combiné herse semoir. Ensuite, autre possibilité, avec du matériel, je dirais, un peu plus high-tech, avec un peu plus de technologie embarquée, avec cette photo qui illustre bien cet ensemble, avec donc une trémie frontale et un déchômeur plus typé superficiel. C'est un déchômeur de chez Lemken, un héliodeur neuf. Le gros avantage je dirais, de cet ensemble, c'est qu'on peut valoriser en fait cette trémie frontale qui fait preuve d'une grande polyvalence pour une utilisation notamment pour incorporer une fertilisation starter avec un semoir monograine. Également la valoriser avec une bineuse pour de la localisation azotée en végétation dans les cultures. Un ravitaillement éventuellement d'un enfouisseur d'engrais, comme ça a été la réflexion dans certains projets de CUMA là, plus récemment. Et donc, je dirais, on a 2 grandes CUMA aujourd'hui qui se sont orientées vers ce type d'ensemble, tout simplement pour rechercher en fait des débits de chantier et je dirais une grande efficacité lors des implantations de couverts en post-récolte. Donc, c'est la CUMA de Sarraziette, donc tout près de Saint-Sevé, dans le coin de chez Bastien, avec son président Pierre Sourbier pour un coût qui est de l'ordre de 42 € de l'heure. Hors traction, bien entendu. Et ensuite, autre CUMA également qui a fait ce choix-là, avec bien sûr un ensemble d'une marque un petit peu différente. Donc un ensemble Waderstad avec une trémie frontale de Waderstad à l'avant et également un déchômeur à disque en 5 mètres à l'arrière, semi-porté. C'est la CUMA de Castandier, donc la CUMA d'Our-Armagnac. Plus précisément, et son président Laurent Duclavé, avec un coût qui est de 11,50 € de l'hectare, hors traction également.
Autre cumin, avec un semoir plus type et rapide. La Cuma de Abbas, la Abbas 16, qui a fait le choix d'une machine en fait qui combine tout simplement un déchômeur à disque avec une rampe de semis d'un semoir de type semoir mécanique classique, semoir à blé pour des implantations de serre à la paille ou autre. L'avantage de ce système, voilà, c'est un passage unique avec un coût qui reste relativement très modéré, 22 euros de l'hectare, avec des gros débits de chantier et une machine qui est relativement polyvalente puisqu'on peut l'utiliser pour des implantations de prairies temporaires, de serre à la paille ou autre. Et enfin, notre dernière Cuma portée par notre fédération des Cumans, donc la Cuma Agro Innovation 640, qui a fait le choix, elle, à contrario de toutes les autres Cumas qu'on a vues au préalable, de ne pas bouleverser les sols, de respecter un petit peu plus la vie microbienne, l'activité biologique dans les sols et éviter en fait ce retournement des sols, donc en pratiquant du semi-direct. Aujourd'hui, cette Cuma dispose de 2 machines. Donc, sur la photo de gauche, vous allez retrouver donc un semoir Gaspardo, un DP Pronta en 3 mètres de large, avec une cuve compartimentée, double cuve, qui offre en fait aux utilisateurs la possibilité de semer 2 types d'espèces à des dosages différents. Et enfin, le semoir de droite, donc semoir typé vraiment grande culture avec une capacité autre qui est de l'ordre de 3800 litres, avec la possibilité également de semer des espèces différentes à 2 dosages différents puisqu'elle est compartimentée double cuve et avec une largeur de travail qui est de l'ordre de 4 mètres de large, avec un coût respectif en fait de chaque semoir qui est de 30 euros de l'hectare pour le Gaspardo et on monte jusqu'à 50 euros pour le Wheeling. Et il faut savoir quand même qu'autour de cette Cuma, on est capable aussi de pouvoir proposer de la prestation complète avec tracteur, chauffeur et également du coup l'appareil. Donc une bonne transition, du coup nous avons parlé semi-découvert, mais maintenant l'objectif aussi qui est très important de se fixer et auquel il faut faire appel, c'est la destruction des couverts. On se pose souvent beaucoup de questions par rapport au mode de destruction qu'il va falloir choisir suivant les espèces qu'on aura implantées. Et on va voir que suivant les espèces qu'on va avoir dans les couverts, certains outils sont plus ou moins efficaces en termes d'efficacité de destruction. Merci Fabien pour cette transition. Du coup, moi je vais prendre la suite sur cette partie destruction. Déjà, juste rappeler un peu ce qu'on a pu dire avant. Donc, l'objectif sur l'implantation, c'est bien de semer tôt avec une densité suffisante en se fixant des objectifs au départ. Ce dernier point, on va aussi le garder pour la destruction, c'est-à-dire qu'on va aussi se fixer des objectifs au niveau de la destruction. Et moi, pour commencer, en fait, je voulais commencer juste par une photo simplement de couvert. Donc ça, c'est une photo en fait d'un couvert qu'on pourrait retrouver au printemps. Donc je ne sais pas si c'est une situation dans laquelle vous êtes déjà trouvé. Donc au-delà de la composition du couvert, qui a majorité de crucifères pour ce cas-là, mais dans cette situation, on pourrait facilement se dire qu'est-ce que je vais faire, comment je vais pouvoir semer, comment je vais pouvoir le détruire, est-ce que je dois le broyer, c'est plein de questionnements qu'on peut avoir et c'est aussi finalement du stress supplémentaire pour l'implantation de notre culture de printemps. Donc là, en fait, l'objectif de la destruction, ça va vraiment être d'aller sur la partie plutôt destruction tardive. C'est le fil rouge en fait de cette partie. Et dans un premier temps, comme je l'ai dit, on va se fixer des objectifs. Et dans ces objectifs, on va avoir plutôt deux réflexions. La première réflexion, ça va être du coup une réflexion plutôt parcelle, où là, pour choisir son mode et sa date de destruction, on va pouvoir utiliser les analyses de sol. Est-ce que j'ai un taux de matière organique élevé dans ma parcelle? Au contraire, est-ce qu'il est plutôt bas? Est-ce que j'ai énormément d'éléments de stocker dans ma parcelle? Quelle est la structure, l'état de la structure? Est-ce que mon couvert a bien refait la structure ou pas?
Et le dernier point, ça va être au niveau de la rotation, en lien justement à ce que je disais sur la matière organique. Est-ce que j'ai une rotation où l'équilibre entre des matières organiques, des résidus plutôt lignifiés, une matière organique plutôt stable est rapporté, et en même temps de la matière organique plutôt labile, donc des résidus plutôt verts. Donc ça, c'est une ration du sol qu'on pourrait donner. Et la deuxième réflexion, du coup, ça va être sur la mise en œuvre. Et donc la mise en œuvre, ça va être quel outil je vais avoir de dispo, soit sur l'exploitation, soit grâce à la CUMA, et quel itinéraire technique aussi je choisis pour l'implantation de ma culture de printemps. Donc voilà un petit peu les deux réflexions qu'on peut se donner. Et du coup, moi, je voulais comparer les deux modes de destruction, c'est-à-dire une destruction plutôt jeune, entre guillemets. Donc là, l'intérêt en fait de détruire un couvert avant floraison, c'est vraiment de maximiser la matière organique qui va être peu stable dans le sol, qu'on va définir comme matière carbone labile. Donc ça, c'est de la matière organique qui va servir à nourrir l'activité biologique et également à avoir des éléments assez disponibles rapidement pour les plantes. Donc ça va nous créer aussi un priming effect. Donc là, pour l'image, ce sera moins l'effet densité, mais c'est plutôt tous les éléments solubles qu'on va pouvoir ramener dans le sol, tous les éléments de la photosynthèse et les éléments minéraux qui ne sont pas encore transformés en acides aminés ou autres. Et ça, du coup, ça va plutôt favoriser la partie bactérienne du sol, donc plutôt la partie minéralisation, quoi. L'objectif, c'est justement, pour arriver à ce point-là, c'est quel temps je vais laisser au couvert pour se développer et quelle espèce je vais pouvoir mettre dans mon couvert, quoi. Donc là, on fait le lien aussi avec la partie de Bastien tout à l'heure, quoi. Et à contrario, du coup, l'intérêt de la destruction à maturité, là, on va plutôt favoriser un impact sur le long terme, donc c'est-à-dire stocker de la matière organique stable dans le sol. Et on stocke cette matière organique stable grâce aux champignons. Donc sur un couvert qui est un C sur N assez élevé, qui est du coup lignifié, on va plutôt favoriser la partie champignon du sol. Et grâce à cet hémostable, on va plutôt retrouver une stabilité structurale sur le long terme et aussi de la résilience, notamment vis-à-vis de l'humidité, pour prendre l'exemple, ou même aussi de l'inertie de la matière organique, hein, c'est-à-dire des éléments que je vais pouvoir minéraliser par la suite et avoir de dispo. Juste petit point de rappel sur le C sur N, c'est le rapport entre le carbone et l'azote de nos résidus. Et du coup, ça va nous donner une idée sur le relargage possible d'azote sur la culture suivante. Donc, si je détruis un couvert plutôt âgé, j'ai un pourcentage de relargage qui est plutôt faible. Sur certains essais, on peut voir aux alentours de 20%. Ce qui veut dire que ça va impliquer d'avoir une fertie localisée et une fertie globale de notre culture de vente derrière, adaptée, pour vraiment éviter l'effet fin d'azote, entre guillemets, qu'on peut avoir sur certains précédents couverts, quoi. Donc voilà, toujours sur l'intérêt de détruire juste avant floraison. Là, c'est un essai. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le graphique, mais c'est une destruction d'un couvert de Vess détruit à 3 dates différentes. Donc, c'est pas les dates qu'il faut retenir, hein, qui sont peut-être un peu tardives pour votre secteur. Ce qui est important de voir, c'est que on a vraiment un intérêt, la courbe verte qui monte au plus haut, c'est vraiment la destruction la plus tardive, où là, vraiment, on est sur une vesse d'hiver qu'on va détruire encore verte, mais très, très proche de la floraison, voire début floraison. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir une quantité d'azote beaucoup plus importante que sur une destruction soit jeune, soit intermédiaire. Donc, c'est la courbe bleue et rouge qu'on voit au milieu. Donc, on a vraiment un intérêt à détruire le couvert très proche de la floraison, et donc un intérêt aussi, pour faire le lien avec ce que disait Bastien tout à l'heure, de laisser le couvert se développer sur le courant du mois de mars pour vraiment atteindre ce stade. Malgré tout, il y a 2 points à prendre en compte qui sont assez importants.
c'est donc, comme je l'ai dit, laisser les légumineuses se développer au printemps, donc là sur le mois de mars. Et le deuxième point, c'est même avec une légumineuse, toujours garder une fertilisation localisée qui va être importante pour éventuellement contrecarrer les besoins d'azote, notamment de la culture au démarrage, quoi. Donc ça, c'est 2 points qu'il faut retenir. Pour faire le lien avec le démarrage de ma présentation, on va plutôt se concentrer sur la réflexion parcelle au niveau de la structure. Et l'objectif, là, ça va être de conserver la structure construite par le couvert. Pour vous donner du coup une photo en exemple, ici, vous avez un couvert de moutarde brune, seigle et facélie sur la droite. Et à gauche, c'est 10 cm à côté sur un passage d'épandeur qui a été fait fin janvier, début février. Donc ça, c'est cette année. Et là, du coup, on voit que d'un côté, on a une structure qui a été bien travaillée par les racines, et de l'autre, on a complètement en fait supprimé, si on peut dire, ou en tout cas matraqué notre structure de par le passage de l'épandeur. Donc, ce qu'il faut garder en tête, hein, c'est que l'objectif du couvert, c'est aussi de remplacer le travail du sol par les racines. Donc vraiment retrouver ces structures poreuses via les racines. Ce qui implique d'éviter d'avoir des outils qui vont travailler soit trop profondément quand on va faire des destructions de couverts au printemps, soit avoir des bouleversements d'horizon trop importants aussi. Donc dans la réflexion des outils, c'est des choses à avoir en tête. Et un petit point d'attention aussi, c'est sur les épandages d'effluents, si vous en avez, de plutôt les passer à l'automne. Puisque du coup, on est plutôt dans une période qui peut être réessuyée. On arrive fin d'été, début d'automne. Bien sûr, tout dépend de la météo. Et aussi, autre point, c'est que du coup, on va laisser notre couvert se développer. Donc, du coup, si on a impacté un peu notre structure, on va la retravailler grâce aux racines du couvert, quoi. Voilà un petit peu pour la réflexion parcelle. Et maintenant, si on passe sur notre réflexion mise en œuvre, du coup, par rapport aux outils. Là, je commence aussi par une photo. C'était pour vous donner en fait un exemple d'association de mécanisation qui peut être assez intéressante. Donc là, pour juste ramener un peu de contexte, c'est dans l'Ariège, cette photo. On est sur un couvert de Févrole facélie à destruction, début floraison, donc très proche de la date de semis. Là, on est aux alentours de début avril, si mes souvenirs sont bons. On a un rouleau faca à l'avant, du coup, pour écraser le couvert. Et un outil de travail du sol Strip-Till derrière pour travailler que la ligne de semis. Et petit point en plus aussi, c'est qu'on a un jumelage en roue étroite sur le tracteur. Donc en fait, là, c'est vraiment pour vous donner une piste de réflexion. Ce sera pas forcément adapté à tous les contextes, bien entendu. Mais là, on associe quand même vraiment bien la destruction du couvert tard, donc proche du semis, le travail du sol avec ses avantages, réchauffement, minéralisation, et en même temps, on localise aussi le trafic. On a pu le voir avec l'épandeur tout à l'heure, hein, là, ce sera moins marqué, mais c'est tout aussi important de pouvoir rouler vraiment en dehors des futurs rangs de maïs, quoi. Donc voilà, et du coup, pour faire le lien avec les machines que vous retrouvez dans les CUMA du secteur, du coup, je laisse Fabien présenter les outils disponibles. Merci Aurélien, très bonne transition. Du coup, moi, je vais vous présenter la photo que vous avez sous les yeux et la suivante. 2 types de rouleaux, donc pour pouvoir tout simplement détruire ces couverts. Tout d'abord, donc la famille des rouleaux dits écraseurs, donc rouleau faca. 2 grandes marques se dégagent aujourd'hui dans notre réseau 640. Donc c'est la marque Dalbo, du constructeur français Dalbo, et également la marque Sacho, qui est une marque ibérique espagnole, plus précisément. Et on peut voir que voilà, on a quand même à peu près, on a 7 groupes aujourd'hui qui se sont équipés de ce type de rouleau pour 2 raisons. Tout simplement avoir une destruction de leur couvert très rapide avec des gros débits de chantier qui oscillent entre 6 à 8 hectares à l'heure pour des coûts qui restent relativement très raisonnables. On est entre 6 à 8 euros de l'hectare. Et ensuite, par contre, avec un inconvénient, parce qu'il faut le noter,
des rouleaux qui sont relativement lourds. Un rouleau comme vous avez sous les yeux pèse aujourd'hui 4 tonnes 3 vides. Il y a possibilité également de pouvoir les lester à l'eau en les remplissant d'eau pour gagner en pression au sol, ce qui fait monter le poids de la machine à peu près 6 tonnes 1 sur ce modèle. Et pour le modèle Sacho espagnol, c'est encore plus impressionnant puisque à la bascule, on est à 6 tonnes à vide et on peut monter jusqu'à 8 tonnes lestées à l'eau, ce qui fait des machines très lourdes et qui peuvent occasionner aussi des petits tassements de sol, chose qu'on ne recherche pas forcément dans nos parcelles. Donc ça peut favoriser également la compaction. Par contre, très intéressant puisqu'on vient hacher le couvert et également faciliter la reprise de nos parcelles derrière avec du déchômeur à disque, à dents, etc. Ou bien pour les personnes qui souhaitent faire du direct, ça peut être également une solution pour pouvoir coucher un couvert. Donc ça, c'était le rouleau écraseur. Ensuite, un autre type de rouleau donc, qui a été investi plus récemment au sein de la CUMA de Sarraziette. Donc c'est un rouleau de type hacheur, fabricant français également, donc Bonnel, avec son modèle éco-rouleau. Ici, on est sur une version donc en largeur de travail 5 mètres, repliable avec un point fort par rapport à ce rouleau. Donc, c'est qu'il a un double attelage, attelage arrière et également frontal, donc qui offre la possibilité en fait aux adhérents de la CUMA de pouvoir pousser le rouleau ou le tirer. Également, voilà, on est sur un modèle par contre qui, à l'inverse d'un Dalbo, est ici en double rouleau avec des lames hélicoïdales, donc qui va avoir une action, on va dire, un peu plus intensive en matière de hachage du couvert, contrairement au Dalbo qui se caractérise par un cylindre qui fait à peu près 60 de diamètre avec des lames biseautées qui font 10 cm de haut, ce qui en fait un cylindre à peu près de 80 cm et qui va avoir tendance à simplement former des brins à peu près de 15 à 20 cm, 17 cm précisément. Et on va avoir une action un peu plus intensive en matière de hachage avec ce type de rouleau dès lors qu'on est sur des allures au champ autour de 15 km/h et plus. Alors du coup, juste, on va faire un petit récap des avantages et inconvénients des outils qu'on a pu voir. Du coup, pour les rouleaux FACA, ce qu'on peut retenir, c'est que c'est bien adapté au niveau de la polyvalence, que ce soit des couverts de graminées ou des couverts de dicote. On va plutôt avoir une destruction qui va être bonne avec ces rouleaux-là. On a un débit de chantier qui est généralement faible pour le coût et élevé pour le débit de chantier. Donc ça, c'est quand même deux avantages. L'inconvénient qu'on peut y retrouver, c'est au niveau du poids, que ce soit sur les rouleaux des fois traînés, où on a pu déjà échanger avec Fabien justement sur le sujet avec les rouleaux qu'il y a en CUMA, sur le fait que du coup ça fait des rouleaux qui vont des fois être très très lourds. Donc au niveau soit de la structure de sol pour les rouleaux traînés ou même pour des rouleaux portés, ça peut être compliqué de les combiner avec un autre outil. Si on a des rouleaux, des outils de 6 mètres derrière, admettons, avoir un rouleau FACA de 6 mètres devant, ça va être très compliqué au niveau du poids à porter. Juste pour la photo, vous avez peut-être remarqué, c'est pas tout à fait un rouleau FACA que je vous ai mis, c'est un rouleau Cambridge. C'était simplement aussi pour donner une astuce où ça peut faire le travail quand on a cet outil-là sur la ferme. Ce sera certes un peu moins performant, mais on peut déjà commencer à travailler dans ce sens-là avec des outils qu'on a de dispo, quoi. Et du coup, juste pour faire une petite comparaison au niveau du rouleau hacheur, Graham, si tu peux passer. Hop, dans l'autre sens. Attends. Hop, super. Du coup, sur le rouleau hacheur, là, les avantages qu'on peut y retenir, ça va être la même chose au niveau du coût et du débit de chantier. On est assez faible en coût quand même d'utilisation et d'achat de ces rouleaux-là. Et on peut aller à un débit de chantier quand même important puisque c'est des vitesses d'utilisation qui sont élevées. L'autre avantage, c'est au niveau de la restitution. En fait, pour avoir la petite analogie en tête, avec un rouleau hacheur, on va vraiment avoir des résidus qui vont être assez aléatoires, mais aux alentours de 5 cm, plus ou moins. Et si on fait l'analogie, c'est vraiment une restitution intéressante qu'on pourrait comparer à un fourrage que vous donnez à des bovins, pour ceux qui sont éleveurs. Du coup, au niveau du sol, ça fonctionne un peu de la même façon, et du coup, on a une bonne restitution avec ces rouleaux-là. Et après, l'inconvénient, par contre, c'est sur le type de couvert. Alors, on a mis couvert graminé en fait pour dire, si vous avez des graminées à 2 nœuds
avec un rouleau hacheur en destruction, ça peut être assez compliqué de les détruire mécaniquement avec ces rouleaux-là, quoi. Et voilà. Et je repasse la parole à... Ah non, pardon. Non, j'ai encore un diapo, excusez-moi. Du coup, sur une chose qu'on n'a pas forcément dans les CUMA du coin, mais c'est sur le broyeur. Donc, c'est un outil qu'on retrouve quand même assez régulièrement sur les exploitations. Donc, du coup, je voulais quand même le rajouter. Là, l'avantage qu'on va avoir, c'est que on va vraiment restituer les éléments très très rapidement au sol. Donc, on va retrouver encore cet effet un peu priming effect, hein, c'est-à-dire que pour juste rappeler, on a vraiment des éléments solubles très rapidement, que ce soit pour l'activité biologique ou pour les plantes. Au niveau de l'avantage aussi, c'est au niveau du choix du semoir, vu qu'on enlève finalement la béquille résidu qu'on peut avoir des fois et qui peut bloquer l'utilisation de certains semoirs qui ne sont pas adaptés. Bah là, le fait de broyer, on n'a plus de problématique vis-à-vis du type de semoir. Et par contre, au niveau de l'inconvénient, bah, du coup, c'est plutôt au niveau des coûts d'utilisation qui peuvent être plus élevés. Un débit de chantier forcément plus faible, hein, parce qu'on a des vitesses d'avancement qui sont 2 à 3 fois plus faibles que le rouleau hacheur, par exemple. Et puis, du coup, la consommation du tracteur qui va forcément être plus élevée puisqu'on utilise la prise de force. Et également, le fait de combiner, encore une fois, au niveau de la largeur, hein, si vous avez un outil derrière de admettons 4 mètres ou même 4 ou 6 mètres, ça va être compliqué d'avoir un broyeur de 4 mètres ou 6 mètres à l'avant du tracteur. Donc, c'est un peu les inconvénients qu'on peut retrouver. Et du coup, je vais repasser la parole à Fabien sur les destructions là plus adaptées sur des itinéraires TCS en culture de vente. Merci Aurélien. Donc, bonne transition. Et j'ai vu une petite question défiler là dans le chat. C'était une très bonne question. L'intérêt limité, notamment des rouleaux FACA sur un couvert peu développé. Effectivement, donc pour pallier à ça, c'est vrai qu'on a recours au déchômeur qui est aujourd'hui un outil très polyvalent, très répandu dans les groupes CUMA et qui offre une grande polyvalence de par tout simplement ses multi-usages, notamment en préparation de sol, semis de couvert et destruction de couvert. La photo choisie, elle a été volontaire, tout simplement parce que le déchômeur est équipé, comme vous voyez sur les images, d'un semoir APV, donc un semoir pneumatique, avec lequel on a la capacité de pouvoir implanter notamment des mélanges multi-espèces à l'automne, dès lors qu'on veut implanter nos couverts végétaux. Donc, ça permet d'offrir la possibilité avec un épandage à la volée au préalable, au pire des cas, et une incorporation au déchômeur à disque équipé d'un semoir pneumatique de pouvoir implanter des grosses graines, mais également des petites graines qui vont supporter d'être placées à la surface du sol ou là, dans les tout premiers centimètres pour avoir un positionnement idéal et une germination, on va dire, convenable derrière à l'automne. Et donc, en l'occurrence, là, c'est la CUMA de Soupros et son président Sébastien Bail qui ont fait ce choix-là. Donc, avec ce déchômeur à disque, un Rubin 10 équipé d'un semoir APV d'une capacité de 300 litres pour un coût de 11 euros. Donc, je vais te repasser la parole, Aurélien, pour les avantages et les inconvénients de ce type de destruction. Merci Fabien. Par rapport aux destructions des déchômeurs, ce que nous, on a noté en point d'attention, enfin d'avantages et d'inconvénients, c'est au niveau des avantages, le réchauffement et la minéralisation. Donc ça, c'est le gros point fort, on va dire, qu'on va retrouver du travail du sol en général. Réchauffer notre sol rapidement et en même temps minéraliser des éléments. Donc, du coup, on remet des éléments à disposition. Donc, c'est pour ça que nos plantes aussi, des fois, au niveau vigueur, ont des fois un avantage au démarrage. Également, au niveau du choix du semoir, un peu comme le broyeur, en fait, là, on gère l'excès de résidus qu'on peut avoir avec la biomasse aérienne. Et du coup, on facilite. Si on n'a pas des semoirs totalement équipés pour faire du SD, c'est plus facile de semer avec. Par contre, au niveau de l'inconvénient, j'ai remis la minéralisation, puisque du coup, si vous avez une destruction des fois qui est en saison, qu'on a beaucoup de pluie derrière, on va aussi avoir plus de lessivage si on a de la minéralisation. On a l'impact sur la structure, c'est-à-dire que tout à l'heure, on donnait l'exemple de pouvoir conserver sa structure qu'on a pu construire avec le couvert.
là, du coup, avec un travail du sol, même qui peut être superficiel, on va forcément impacter cette bonne structure créée par le couvert. Et vis-à-vis des rouleaux qu'on a pu voir tout à l'heure, forcément, on a un coût qui peut être un peu plus élevé, qui peut être contrebalancé aussi par cet aspect outils pour semer et outils pour détruire, mais quand même à la destruction, c'est un coût qui est plus important qu'un rouleau classique, quoi. Et juste pour terminer sur la dernière destruction, du coup, c'est la destruction chimique qu'on peut retrouver, hein. Donc là, c'est la destruction avec le produit que vous connaissez tous, c'est le glyphosate. Je voulais juste mettre un exemple en fait où là vous retrouvez donc c'est sur un semis d'automne, hein, mais on a le même fonctionnement sur un semis de printemps. Où là, dans ce schéma-là, il y a eu 2 passages de glypho à 0,5 litres hectare. Un premier passage juste avant le semis et un deuxième passage juste après le semis. Et donc là, en fait, pourquoi décomposer? Donc là, c'est un agriculteur qui avait décomposé ces passages-là. C'est pour dire aussi que dans la destruction chimique, en fait, le glypho, il sert essentiellement aux graminées qu'on peut avoir dans le couvert qui vont pousser, donc quelques petits raies gras, bromes, vulpins, etc., qui vont se retrouver dans le couvert qui se développe et qu'on gère du coup par la chimie, quoi. Donc au-delà d'avoir une destruction du couvert avec le glyphosate, c'est vraiment plutôt l'objectif d'aller toucher les graminées qui vont être présents dans le couvert. Et là, pour donner exemple, avec certes du coup 2 petites doses, et du coup 1 mois après, on a un couvert qui est quand même très facilement détruit. Et ça, c'est clairement lié au fait que du coup, on a un couvert qui est arrivé à floraison et donc du coup très sensible à la chimie, quoi. C'était dernier point de destruction. Donc juste pour rappeler un peu les points qu'on a vus dans cette partie destruction, c'est vraiment de détruire assez tard, proche floraison. C'est le minimum pour vraiment être en capacité de capter des éléments avec notre couvert et aussi avoir une stratégie derrière en fonction de notre parcelle et des outils qu'on a de dispo, quoi. Et juste pour du coup terminer ce webinaire, terminer par la partie qui nous intéresse tous, c'est le retour sur investissement. Du coup, est-ce que faire des couverts, ça peut être une bonne affaire niveau économique? Donc ça, c'est vraiment, je pense, une question qu'on peut se poser quand on est en train de le semer ou même en train de le détruire. Et du coup, pour commencer en fait ce retour sur investissement, on a voulu aussi prendre des exemples de retour sur investissement qu'on pourrait appeler indirect, et notamment là le diapo que vous voyez, qui est le gain qu'on peut avoir sur la structure du sol. Il faut savoir que les couverts, ça permet d'augmenter aussi la matière organique qu'on va avoir dans notre sol et aussi de couvrir notre sol tout simplement, hein. Et grâce à ça, du coup, on va avoir une protection physique du sol contre la battance, par exemple. Donc là, c'est un exemple d'une parcelle en limon battant qu'on peut avoir, en fonction des types de sols, pardon. Et du coup, on voit qu'avec un taux de matière organique plus élevé, et du coup, on diminue notre indice de battance sur le sol. Et ça, c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable. Ça peut être un avantage pour limiter le nombre de passages de travail du sol qu'on va avoir besoin, voire même de sécuriser les semis. On s'est tous retrouvés dans une situation où on peut avoir une croûte de battance juste après un semis et il faut soit intervenir mécaniquement, soit être un peu stressé, savoir si ça va lever comme il faut. Donc là, c'est vraiment un gain qu'on peut appeler indirect, mais qui peut nous devenir économique, hein, si on supprime des passages de travail du sol. L'autre chose importante vis-à-vis du gain indirect qu'on voulait vous présenter, c'était par rapport aux mauvaises herbes. C'est que forcément, si on met un gros couvert en place, on instaure une concurrence importante sur le développement des mauvaises herbes. Donc, on va forcément diminuer la germination et on va avoir une concurrence vis-à-vis de la lumière et aussi vis-à-vis des éléments.
Donc là, un essai de pourcentage d'émergence qu'on pourrait avoir avec et sans couvert, où on a des chiffres de 25% à 17%. Alors après, c'est des résultats qu'il faut prendre avec des pincettes, entre guillemets, hein, puisque du coup, c'est très aléatoire vis-à-vis des contextes de sol, vis-à-vis des contextes de climat aussi. Donc, du coup, il y aura forcément un effet dans chaque situation, mais qui pourra être quantifié forcément de manière différente, quoi. Donc voilà un petit peu pour les gains qu'on pourrait appeler indirects. Et maintenant, le premier, c'est déjà d'éviter en fait les fuites, notamment de l'azote. Donc, on s'est concentré au niveau des éléments sur l'azote, hein, c'est un des éléments majeurs, hein. Donc, du coup, on s'est concentré sur celui-ci. Et là, si on peut limiter le lessivage annuel qu'on peut avoir sur un sol nu, qui peut être de 40 à 50 unités d'azote, et ben avec le prix de l'urée aujourd'hui à 750 €, même si je crois qu'il a dû rebaisser un petit peu, on a un gain de 66 € de l'hectare. Alors que voilà, si on retrouve un prix d'urée un peu plus cohérent avec ce qu'on a connu, entre guillemets, on a quand même un gain déjà de 25 € de l'hectare. Voilà, pour vous donner un petite comparaison, tout à l'heure, Bastien nous présentait un couvert à 69 € de l'hectare, si je dis pas de bêtises. Rien qu'avec les pertes d'azote, on a déjà payé le coût de la semence de notre couvert, quoi. Et du coup, forcément, si on le capte pas, c'est quelque chose qui sera perdu. L'autre point intéressant sur les gains, on va dire directs, toujours. Là, c'est 2 essais. Le premier sur la gauche, c'est un essai où vous avez une comparaison entre un témoin 0 azote et une dose qui peut être pivot dans votre secteur de 180 unités sur une fertilisation de maïs. Et du coup, c'est intéressant de voir les bâtons bleus turquoise qui sont du coup le témoin 0 azote en fonction du couvert. Vous avez sol nu, avoine, moutarde blanche. Et dès que vous voyez que ça passe à un vrai cap, donc là, on parle de 40 à 45 quintaux de plus, c'est quand on passe sur des légumineuses, notamment trèfle incarnat, trèfle de Perse, etc. Et dès qu'on réintègre notamment du sorgho ou de l'avoine, on voit qu'on rediminue un peu en gain. Donc là, c'est vraiment intéressant sur la réduction de l'azote et ça permet de faire la transition sur l'essai que vous avez juste à droite aussi, où là, en fait, c'est un essai qui a été réalisé en 2019 avec une ancienneté de la parcelle de 7 ans, avec une modalité couvert, donc depuis 7 ans, et une modalité maïs plus mulch, donc sans couvert. Et là, on peut voir que sur cette année-là, avec une réduction d'azote de 80 unités, ce qui est quand même... c'est une azote réduite à 80 unités. Il y a eu 100 unités de moins par rapport à la dose pivot. Il y a eu un gain de 28 quintaux sur le maïs par rapport au témoin sans couvert. Ce qui apporte quand même un produit brut de 450 € hectare. C'est quand même quelque chose qui est, je pense, pas négligeable. Donc, il y a vraiment un peu, pour faire le lien aussi avec ce qu'on a vu sur la veste tout à l'heure et la destruction tardive, il y a vraiment un intérêt important au niveau de l'azote, notamment, pour les couverts. Et maintenant, c'est de savoir comment je peux mesurer l'azote et les autres éléments que je peux avoir dans mon couvert. Il y a une méthode que vous connaissez, je pense, aussi, qui s'appelle la méthode Merci. Donc, c'est le diapo suivant, Merci Gram. Et du coup, cette méthode, que vous pouvez retrouver en ligne, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Il suffit de mesurer la biomasse qu'on peut avoir au niveau du sol. Et grâce à cette biomasse, on va pouvoir quantifier le nombre d'éléments de disponibles. Donc là, pour exemple, c'était sur une févrole avec un taux de matière sèche de 3,5 tonnes hectare. Du coup, c'était une févrole qui a été détruite fin mars et semée mi-octobre à 130 kg hectare. Le chiffre qui peut nous intéresser, c'est le 48 que vous voyez sur la restitution du couvert. Donc là, c'est l'azote en fait qui va être restitué
suite à la destruction sur la culture suivante. Sur les petits gains économiques qu'on a fait tout à l'heure, on n'a pas compté le gain en phosphore qu'on peut avoir, le gain en potasse qu'on peut avoir, et également en soufre, en magnésium, etc. Donc du coup, c'est des choses aussi à avoir en tête quand on va quantifier le retour sur investissement de notre couvert. Et dernier petit exercice, là en fait, j'ai pris l'exemple d'un couvert Facilis Tournesol Vess poids, qui a une production de biomasse de 6 tonnes de matière sèche hectare, donc ce qui est plutôt un très très beau couvert. Là, c'est grâce à des essais qui ont été réalisés qu'on a pu quantifier la restitution d'azote sur l'année, et on était à une restitution d'environ 73 unités. Et là, j'ai fait le petit calcul avec le prix de l'ammonitrate aujourd'hui. Donc, vous savez tous qu'avec l'actualité qu'on a, l'azote est très très cher et risque de rester un moment à un prix assez élevé. Donc là, l'ammonitrate début de semaine était à 2,30 € l'unité, ce qui fait 172 € de l'hectare comme gain. Et à côté de ça, je vous ai mis un exemple avec le matériel que vous a présenté Fabien tout à l'heure, un exemple d'investissement dans le couvert. Donc typiquement avec le Gaspardo plus le tracteur, plus la traction, donc on était aux alentours de 50 € de l'hectare, avec une destruction au rouleau. Et pareil avec le petit schéma de Bastien, l'estimation du prix du couvert. Et en fait, ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est que au-delà du chiffre de 27 € de l'hectare qu'on peut avoir en gain, c'est vraiment que la rentabilité peut être atteinte très rapidement et dès la première année, puisque là, encore une fois, on a quantifié que l'azote, qui est assez facilement quantifiable. Et donc, avec les outils que vous avez présentés, Fabien, donc des outils potentiellement disponibles pour vous, quoi. Donc voilà pour cette partie retour sur investissement. Pour synthétiser un peu ce webinaire, et ben du coup vous avez 3 points à retenir. C'est le premier, de semer le plus tôt possible et de détruire le plus tard possible. Donc là, avoir en tête la floraison pour maximiser vraiment la biomasse. C'est ça qui va nous permettre d'avoir un retour sur investissement important. Chose importante, c'est fixer ses propres objectifs pour être justement assez performant dans l'atteinte de ces objectifs-là, et d'éviter les déceptions qu'on peut avoir avec les couverts. Et vraiment, dès le départ, de par ces objectifs, chercher un retour sur investissement en fonction de vos besoins. Nous, le message qu'on a essayé de vous faire passer aujourd'hui, c'est d'être assez confiant pour implanter vos couverts chez vous. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie, puis prêt à répondre aux différentes questions. Je te laisse la parole, Graham, pour le mot de la fin. Ouais. Donc voilà, je voulais juste, ouais, c'était une petite blague sur sortez vos couverts. Donc l'idée, c'est comme disait Aurélien, c'est vraiment de vous mettre en confiance sur voilà, des pratiques que peut-être vous connaissez tous déjà, mais au sens global du terme, l'objectif d'AgroLeague, c'est vraiment d'accompagner les agriculteurs vers des systèmes qui sont plus performants. Et l'idée, voilà, c'est de vous mettre en confiance dans la prise de décision au jour le jour sur votre exploitation. Je voulais juste rajouter un petit élément. D'ailleurs, merci énormément à Fabien, merci à Bastien et Aurélien pour votre intervention. Moi, personnellement, j'ai énormément appris en travaillant avec vous pour organiser ce webinaire. Donc, merci infiniment. Et je voulais juste notifier aussi aux adhérents de la Fédération des CUMA que vous bénéficiez vraiment d'un tarif préférentiel pour adhérer à AgroLeague. Grâce au travail en quelque sorte qu'a fait Fabien et Richard aussi. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que nous, voilà, on est une équipe d'agronomes qui est à votre service pour pouvoir vous aider à avancer dans votre système avec cette vision toujours agronomique et économique.